Bonjour, bonjour. Mardi 30 mars. Tout d'abord, regardez vos manchettes. On va parler beaucoup aujourd'hui d'AstraZeneca. Alors, il y a une autre tuile pour le vaccin AstraZeneca. Les provinces qui suspendent son utilisation pour les moins de 55 ans, sur recommandation du Comité fédéral. Puis on va vous expliquer pourquoi les moins de 55 ans. Moi, hier, vraiment, je me suis posé la question. Alors, on va étudier plus en profondeur les possibles cas de thrombose qui ont été rapportés en Europe. En Ontario, maintenant, les experts qui conseillent le gouvernement affirment que la pandémie échappe à tout contrôle. Ils réclament un nouveau confinement généralisé de la province et il y a des employés d'une quarantaine de cégeps liés à la CSQ qui sont en grève depuis, en fait, pas depuis, mais pour 24 heures, donc à partir d'aujourd'hui. Ils sont sans contrat de travail depuis 1 an et ils dénoncent la lenteur des négociations. Tout d'abord, vraiment une histoire qui est sordide. On va en parler avec Karine Bastien. Alors, c'est un homme qui est mort après avoir été heurté hier soir sur l'autoroute 50 à Mirabel. Et l'homme, Karine, a été percuté par 2 véhicules. Oui, ça s'est produit vers 20h30. On sait qu'il vantait beaucoup hier. Cet homme, un homme de 19 ans qui a perdu la maîtrise de son véhicule, un camion de type pick-up, sur l'autoroute 50 en direction est, tout près du kilomètre 287. Alors, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a fait des tonneaux. Il a percuté quelques poteaux. Il s'est retrouvé sur le terre-plein central de l'autoroute 50. Il a été capable de s'extirper de son véhicule et il y avait des témoins qui sont arrêtés de l'autre côté de la route. Alors, il a décidé de traverser l'autoroute 50 à pied, est allé discuter avec les témoins et est revenu vers son véhicule. Et c'est à ce moment-là qu'il a été percuté par une voiture. Il s'est retrouvé au sol et malheureusement, une autre voiture l'a percuté une deuxième fois, rapidement transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Et il y a même quelqu'un là qui est impliqué dans cet accident-là qui a été lui aussi transporté à l'hôpital. Cette personne-là a été transportée pour choc nerveux. Alors, selon les enquêteurs de la Sûreté du Québec qui ont passé une bonne partie de la nuit ici parce que l'autoroute 50 en direction est a été fermée pendant plusieurs heures. Elle vient tout juste d'être rouverte. On nous dit que l'alcool pourrait être en cause dans cet accident. Donc, l'enquête se poursuit de ce côté-là, mais malheureusement, décès de ce jeune homme de 19 ans qui est au volant de son camion, donc qui a perdu la maîtrise de son véhicule hier soir vers 20h30, ici à Mirabel, autoroute 50 en direction est. Il y a 4 véhicules total qui ont été impliqués dans cet accident hier soir et une personne qui a été traitée pour choc nerveux. Alors voilà les policiers qui tentent d'en savoir plus concernant les circonstances entourant cet accident, mais je vous le rappelle, l'alcool pourrait être en cause donc dans ce tragique accident. Triste histoire, très, très claire. Merci. Merci beaucoup, Karine. Vous allez continuer à suivre ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, avec Martine, l'autre histoire, la grosse histoire de la journée, oui. Ce sont les incertitudes qui concernent le vaccin AstraZeneca. Cette fois, on suspend carrément son utilisation pour les moins de 55 ans au Canada. Puis, il faut le dire, Martine, le message, notamment le message gouvernemental, a changé énormément par rapport au vaccin. Là. Écoutez, encore des changements de directive, effectivement, concernant ce fameux vaccin. Et le plus ironique, c'est qu'on avait dit de ce même vaccin, il n'y a pas si longtemps, je m'en souviens, pour en avoir fait le compte-rendu, qu'il n'était pas recommandé pour les 65 ans et plus. Puis là, c'est l'inverse. Là, et là, c'est l'inverse. Parce que pour les 55 ans et plus ou les 65 ans et plus, c'est qu'on a vu qu'en Grande-Bretagne, ça avait quand même bien fonctionné, ça avait réduit les hospitalisations. Donc, on a vu les politiciens, on a vu le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, c'était le 18 mars dernier, il voulait donner l'exemple, il s'est fait injecter AstraZeneca hier, pas plus tard qu'hier. Vous allez voir, c'était son homologue ontarienne, Christine Elliott, qui elle aussi se faisait vacciner avec AstraZeneca. C'était donc un peu avant, finalement, cet avis-là, et qui a été suivi par toutes les provinces, sauf la Nouvelle-Écosse, et ça se fera peut-être là aujourd'hui, qui ont décidé de suivre la recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation. C'est qu'il y a de nouveaux cas de caillots sanguins associés à une diminution des plaquettes sanguines qui ont été rapportées en Europe. Il y en avait déjà eu, vous vous souvenez, les pays européens avaient décidé de suspendre l'utilisation du vaccin, sont revenus sur leur position, mais là, il s'en est ajouté. Et l'Institut médical allemand de Paul Ehrlich, j'espère que je le dis bien, estime maintenant qu'il y a une personne vaccinée sur 100 000 qui a subi des effets secondaires du vaccin. Il n'y a pas si longtemps, c'était une personne sur 1 million. Donc, vous voyez, et ce sont surtout des femmes qui ont été victimes du syndrome de 4 à 16 jours après avoir reçu une injection.
Il n'y a aucun cas d'effet secondaire rapporté au Canada après quand même 300 millions de doses administrées au pays. Mais les autorités de santé agissent évidemment par précaution. On ne voudrait pas se faire reprocher de ne pas l'avoir fait. C'est vraiment basé sur la littérature, en fait, sur les cas rapportés en Europe qu'on a pris cette décision parce qu'on voulait pas non plus attendre qu'il y ait un premier cas au Canada puis après ça se dire « Ah, mais on le savait et donc on a quand même attendu ». Il y a une certaine transparence là, dont on doit faire preuve. Alors évidemment, pour les provinces, c'est un ajustement dans la campagne de vaccination en cours. On se plaisait à dire au Québec que tous auraient reçu une première dose le 24 juin. Ben oui. Pour fêter justement la Saint-Jean-Baptiste. Oui, la Saint-Jean-Baptiste. On écoute le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda. Si on nous enlève 300 000 doses, c'est 300 000 personnes de moins qu'on peut vacciner avec ce vaccin-là. Donc, ça a un impact sur la logistique. Ça retarde un peu certaines clientèles qu'on voulait vacciner un peu plus tôt. C'est une autre tuile dans le programme, mais on va tout faire. Et pour nous, c'est important quand même que la vaccination qu'on fait au Québec soit sécuritaire, là. Il faut vacciner, mais pas vacciner à tout prix. Donc là, on a un frein, Martine, aux 55 ans et moins, mais les gens peuvent refuser, il faut le dire, hein, AstraZeneca. Oui, pour ceux qui ont plus de 55 ans et qui seraient inquiets là, de voir et qui ne savent plus trop ce qu'ils ont à faire, ils peuvent le refuser, ce vaccin-là. Ils vont devoir prendre un rendez-vous, bien sûr, mais le docteur Arruda continue de le recommander pour les 55 ans et plus. Très clair. Merci beaucoup, Martine. À plus tard. Bye-bye. On n'a pas à se poser de questions, est-ce qu'il y a une troisième vague ou pas? On est dans une troisième vague. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur la troisième vague? C'est de la contrôler. Ça, c'était la grande question qu'on se posait lors des dernières journées. Marie-Ève, on se demandait, on se disait, est-ce qu'on est actuellement en troisième vague? Et là... C'est officiel. C'est officiel, ça a été confirmé. Puis d'ailleurs, vous allez nous le montrer avec les différents tableaux. Oui, ça aide à visualiser, à quel point on est à la troisième vague. Je vous dirais qu'on est vraiment au début. Et vous allez le voir d'ailleurs avec ce graphique de l'évolution des cas au travers de la province. Ça, c'est l'ensemble du Québec. Donc, voyez, ça, c'est la deuxième vague, très claire, après la période des fêtes, au mois de janvier. C'est la portion rouge, là. Oui, exactement. Là, ça a descendu. Et vous voyez, là, au mois de mars, ça remonte et on voit une petite courbe vers le haut. Vous me direz, c'est assez léger, mais selon les experts, c'est suffisant pour dire qu'on est au début de la troisième vague, comme plusieurs autres endroits dans le monde, notamment en Europe. Par contre, ce que le ministre de la Santé a souligné hier, c'est que les hospitalisations, elles, sont encore à la baisse. Vous le soulignez, Olivier, des fois, il y a un petit délai entre la hausse des cas et la hausse des hospitalisations, mais il y a quand même une tendance qui fait que les deux courbes s'éloignent. Et avec la vaccination aussi qui progresse, les personnes plus âgées qui sont moins touchées par la COVID-19, on peut espérer que cette tendance se poursuive. Et ça, ce serait bien sûr une excellente nouvelle pour notre système de santé. Peut-être plus de gens qui ont moins de symptômes qui auraient la COVID-19. Maintenant, un autre aspect de la pandémie actuellement qui fait beaucoup jaser, c'est les fameux variants plus contagieux. Où on en est avec les variants? Selon ces données de l'INSPQ, on est encore dans une courbe croissante. Vous voyez les petits points en turquoise, ça, ce sont les données des derniers jours. Et la courbe orange, c'est la prévision de l'INSPQ. Alors, on prévoit que vraiment cette vague continue d'augmenter et que ça se stabilise ensuite environ à la mi-mai. Vous savez, il y a certaines régions qui ont connu des hausses flagrantes des cas dans les dernières semaines et on se demande est-ce que ça coïncide avec les assouplissements. Je vous donne l'exemple de l'Outaouais et du Bas-Saint-Laurent parce qu'en ce moment, après Montréal et Laval, ce sont les deux régions du Québec les plus touchées proportionnellement. Actuellement? Oui, actuellement, proportionnellement à leur population. Et lorsqu'on regarde la courbe, tantôt, je vous voyais plisser des yeux, alors j'ai fait un petit agrandissement. Non, c'était très clair. Alors, vous voyez, en Outaouais, on est passé en zone orange à la mi-février. Et là, au début mars, vous voyez à quel point ça augmente. Oui. Coïncidence, ça reste à voir, mais c'est semblable pour le Bas-Saint-Laurent. Alors, vous voyez, là-bas, on est passé en orange au début du mois de février et ça a augmenté ensuite dans les semaines qui ont suivi. Alors, ça cause des débats sur les restrictions. Est-ce qu'on devrait les resserrer, les garder? Vous voyez, ça se reflète aussi dans les caricatures. Caricature du jour dans le Journal de Montréal. Cette fameuse vague, troisième vague, et M. Legault qui tente de protéger des écoliers qui sont retournés à l'école, même en zone rouge, à temps plein.
Alors, évidemment... Pas le genre de vague qu'on veut voir. On veut voir plutôt une belle vague bleue d'été, là. C'est ouais. une vague de virus. On dirait presque que des fleurs, mais non, c'est malheureusement le virus. Et à vérifier aussi, donc, s'il y aura des nouvelles restrictions avec la conférence de presse de M. Legault. Oui, on suivra ça attentivement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bye-bye. Un exemple maintenant concret du risque de déconfinement. Une quarantaine de personnes ont contracté le virus de la COVID-19. Alors, ça se passe à Québec. Adi Hassine va nous en parler. Adi, toutes ces personnes ont fréquenté le même gym. Oui. Oui, exactement, Olivier. Il s'agit du Méga Fitness Gym 24 heures qui est aux prises avec une importante éclosion qui a été rapportée hier par la santé publique, qui a forcé d'ailleurs la direction du CIUS à intervenir dans l'établissement au cours de la fin de semaine. On nous confirme que plus d'une quarantaine de cas de COVID-19 sont liés à cet établissement, dont le propriétaire est Daniel Marino. Monsieur Marino, que vous connaissez possiblement parce qu'il s'est imposé sur la place publique depuis un an. Il faisait pression sur le gouvernement pour ouvrir, lui. Des salles d'entraînement. Voilà exactement son cheval de bataille pour que les salles d'entraînement puissent reprendre leurs activités. On a tenté de lui parler hier, Olivier, mais M. Marino n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Il n'était pas physiquement présent sur place, mais on a pu parler avec des clients qui nous ont confié que les règles n'y étaient pas respectées. Je vous laisse entendre un de ces clients qui nous a parlé sous le couvert de l'anonymat. OK. Les mesures, c'était pas respecté du tout. Malheureusement, il y a le monde qui marche dans le gym, puis ils portent pas leur masque. Il y a même genre les personnes responsables qui travaillent là-bas, ils portent pas leur masque, puis ils marchent partout. Il y a des monde qui nettoient pas leur machine, ils n'ont pas de serviettes, puis il y a personne qui renforce les règlements là-bas. À cela, Olivier, s'ajoute une autre importante éclosion qui a été rapportée hier au séminaire Saint-François où les 1100 élèves qui fréquentent l'école privée de Québec ont été renvoyés à la maison hier. On compte au total maintenant 16 cas dans cette école, dont 4 sont des cas de variants confirmés. Alors hier, on a préféré prendre aucun risque. En terminant, je vous montre des images hier de cette file d'attente dans un centre de dépistage à Québec. Imaginez, hier, on a testé plus de 4200 personnes. C'est un record depuis le début de la pandémie, depuis un an. Le temps d'attente pouvait parfois grimper jusqu'à 2 heures. Oui, quand même. Mais quand même, on teste. Alors ça, c'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Adi. Hein? Ouais. Au revoir. Bye-bye. La table d'experts qui conseille le gouvernement de l'Ontario dresse un constat accablant. Vous voyez d'ailleurs les chiffres, là. Ils affirment que la pandémie est hors de contrôle. Ils réclament maintenant un nouveau confinement généralisé pour éviter un scénario catastrophe. Alors, des variants plus mortels circulent dans la province et les nouvelles infections quotidiennes ont atteint le même nombre qu'au plus fort de la deuxième vague. Le nombre de personnes hospitalisées est supérieur de plus de 20 % à celui observé au début du dernier confinement. Supérieur de plus de 20 % également, donc, à celui du début du dernier confinement. Et la semaine de relâche, qui est prévue du 12 au 16 avril, est remise en question. So the minister will be keeping a sharp eye on it, as well as myself and the chief medical officer. And I just might be very frank, I don't want to predict 2 weeks out, but we'll be out here every single day communicating with the people. I can't give you a direct answer right now, 2 weeks down the road. We're not through. We have weeks and weeks to go, and we need to redouble our efforts. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe en Colombie-Britannique. La situation est préoccupante, où le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie. On rapporte 2500 nouvelles infections au cours des 3 derniers jours. Et les autorités ont donc fermé les bars, les salles à manger, les restaurants qui pourront offrir des mets à emporter. Et seules les activités individuelles seront permises dans les gymnases. Alors, quant aux rassemblements religieux à l'intérieur, brièvement permis la semaine dernière, ils sont à nouveau interdits. Et ces restrictions s'appliqueront pendant au moins 3 semaines. Toujours une belle image de Toronto, je ne me tanne pas. Ça nous prendrait une image similaire à Montréal, avec ce beau panorama. Oui, il faudrait une caméra sur la Rive-Sud, vers Montréal. Alors, on en fait la demande tout de suite. Oui, il faut peser fort, 3-4 copies là, pour tous les départements avant de l'avoir. Oui. Suzanne, vous avez survécu à l'Armageddon hier. C'était quelque chose. Je dois vous dire que peu importe où j'aurais été dans le pays, là, c'était venteux partout. 100 km/h et plus, là, il y a bien des endroits, bien des provinces qui ont eu ça hier. Oui. C'était quelque chose.
chose. Mais la palme revient à Chanel Port-au-Basque ou à Wreckhouse, si vous voulez, avec des vents à 146 km/h hier. Ça, c'est des vents de force ouragan. Ouais. C'était fort. Vous seriez peut-être parti au vent là, avec 140. Ah ben oui, de ce côté-là, oui, effectivement. Il y en a plusieurs qui y vont et qui se prennent en photo, mais qui se tiennent après un poteau aussi. On a un ennuagement à prévoir pour demain parce qu'il y aura de la pluie sur le sud de l'Ontario. Une bonne partie du Québec 10, 20 mm, ça reste à voir. Les régions plus au nord vont avoir de la neige et les nuages vont gagner du terrain vers l'est, les maritimes provinces de l'Atlantique, où on aura droit quand même à un bon début de journée, puis une autre grosse zone de pluie là, qui s'en vient, décidément. Quel rattrapage en termes de précipitations. Là, on va rétablir la moyenne, sinon la dépasser pour les secteurs avec la pluie, bien sûr, et la neige également. Alors, un peu moins venteux pour la plupart des secteurs, même les provinces de l'Atlantique. Les vents, on va regarder ça. Alors, avec l'autre système qui s'en vient, on voit que déjà en Ontario, aujourd'hui, ce sera venteux. Ces vents-là vont décaler tranquillement vers l'est. Des bonnes rafales, là, à prévoir pour l'Abitibi-Témiscamingue, notamment le sud de l'Ontario. Tout ça va décaler vers l'est. Donc, il va falloir patienter là, avant d'avoir quelques journées avec un vent très, très faible. Ça, c'est pas prévu pour le moment. Nouveaux icônes. Ah, il y a du jaune. Oui, il y en a avec des températures qui sont encore élevées pour les secteurs de l'Est. Et pour les prairies, on a des vents et poudreries à prévoir pour aujourd'hui. Et voilà les prévisions pour demain avec quelques précipitations qui vont toucher les secteurs plus à l'Est, l'Ontario et le Québec. Lever-coucher du soleil rapidement. On gagne 3 minutes par rapport à hier. Alors le lever, 6h38 et le coucher qui va se faire à 19h19. Oh, merci beaucoup, Suzanne. Wow. Et tout de suite après la pause, regardez avec cette image. Alors, c'est un bébé de 3 mois qui a été infecté à la COVID. Heureusement, il s'en remet. Et maintenant, donc, la mère qui lance un cri du cœur. On va parler de cela dans quelques minutes. C'est une grande actrice qui joue n'importe quoi. On y croit. Élise Guilbeault. Une grande actrice avec de grands doutes. C'est très rare que je remets pas en question ce que j'ai fait. C'est fabuleux de la voir gravir les échelons, de développer le personnage. Et j'ai travaillé très fort pour toujours être très certaine que j'ai fait le tour de toutes les possibilités. Il y avait mon chapeau. C'est drôle, comme si je me dégênais. Elle ne joue pas, elle est. Élise Guilbeault, une humble reine. Au grand reportage personnalité, vendredi 20h, ici RDI.